Bon, Geoffroy de la Gannerie, vous le connaissez peut-être, on en a déjà parlé dans une vidéo sur un article qu'il avait fait sur la stratégie de la France Insoumise à l'Assemblée nationale pendant le vote de la réforme des retraites. Et puis là, il passe à France Inter avec Léa Salamé pour parler de son nouveau livre sur l'amitié. Je voulais vous en parler parce que ses propos ils sont assez spéciaux. Geoffroy de la Gannerie, c'est quelqu'un qui aime être un peu iconoclaste, qui aime un peu provoquer, je pense. Et là, justement, bah, c'est le cas, mais moi je trouve que ça en dit en fait assez long sur lui-même, et lui il essaie d'en dire assez long, je pense, plutôt sur certains défauts de la société. Enfin bref, on va voir ça. Léa Salamé, votre invité, il est 7h48 ce matin, est sociologue et philosophe. Bonjour Geoffroy de la Gannerie. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On vous connaît surtout pour vos recherches sociologiques et vos engagements politiques. On a donc été étonnés de découvrir le sujet de votre nouvel essai, L'amitié. Ça s'appelle 3, une aspiration au dehors chez Flammarion. 3, ce sont 3 hommes, 3 amis, 3 âmes qui ne peuvent s'imaginer vivre l'un sans l'autre. C'est vous, Didier Ribon, philosophe et sociologue, auteur notamment de Retour à Reims, et l'écrivain à succès Édouard Louis. C'est une amitié qui dure depuis 10 ans, une amitié absolue que vous décrivez comme un mode de vie, comme une longue discussion qui ne s'arrêterait jamais. Mais pourquoi avoir eu besoin d'écrire, de raconter cette amitié, de la théoriser aussi? Vous estimez qu'elle pourrait être un modèle philosophique intéressant, digne d'être partagé en tout cas? Oui, absolument. En fait, le point de départ de ce livre, c'est peut-être avant tout une forme de tristesse et une forme de mélancolie quand je regarde la vie dont elle est organisée socialement. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont tendance à se conformer à des schémas traditionnels, à des modes d'existence tels qu'ils sont codifiés par nos sociétés. L'idée selon laquelle la vie doit organiser par un certain nombre de cycles, la jeunesse, au moment des études, puis la mise en couple. Se mettre en couple, ça serait s'installer ensemble, même parfois dormir dans le même lit. Puis ensuite avoir des enfants, s'engager dans le rôle familial, dans le rôle parental, on va y etc. venir, parce que vous appelez, ce livre s'appelle un manuel de vie anti-institutionnel et vous allez loin, il est radical. Exactement, et je voulais trouve commencer que par l'amitié. ces cadres institutionnels qui... Il parle assez vite, c'est toujours assez bizarre de voir ses interviews, il parle vraiment vite, il développe des idées, c'est assez clair souvent. Moi c'est quelqu'un que j'aime bien écouter parce qu'à la fois je le trouve insupportable sur plein de plans, il y a plein d'idées que je trouve assez... vraiment qui me gêne, quoi, qui me dérange. Je pense qu'il a assez tort sur plein de points, mais à la fois il a le mérite de proposer une pensée. Et c'est un peu comme je vous parle des fois de Boutelja, où je vous dis Boutelja, voilà, j'aime bien parce que c'est polémique aussi, parce que des fois elle dit des trucs auxquels t'aurais jamais pensé et t'es pas forcément pour, mais tu réagis, quoi. Lui c'est un peu pareil, quoi. Et donc là il nous explique un truc, c'est que il y a des cadres institutionnels, il y a des cadres déjà préfaits, et il trouve que c'est que c'est contre la liberté en fait d'avoir ces cadres préfets, par exemple la famille, le fait qu'il faudrait grandir, le fait qu'il faudrait avoir une femme ou avoir un mec, avoir des enfants, les élever, voilà, faire comme tout le monde. Et lui il dit que c'est une négation de sa liberté en quelque sorte. C'est vrai pour certaines personnes qui n'ont pas envie de se retrouver là-dedans, mais moi je trouve que son discours il est un peu paradoxal parce qu'il commence à dire ça, mais ce qu'il dit aussi, c'est aussi déterminé. C'est-à-dire qu'il dit oui, la société détermine des cadres, mais sa pensée, lui, c'est la pensée un peu, l'héritage de la pensée 68 pour le coup. Elle est elle-même aussi assez caricaturale, je trouve. Il pense aussi dans des dimensions déjà déterminées, comme quoi faudrait lutter contre la famille, des choses comme ça. Moi je trouve que lui il est tout aussi déterminé ce qu'il critique, et il fait comme si lui il était libre et que ceux qui faisaient comme leurs parents, ils étaient soumis à des déterminations, quoi. Je trouve que c'est un peu... Ça fait un peu égocentré, quoi, comme discours. Qui justement oriente les existences. Beaucoup de gens se sentent en décalage avec ce genre de mode de vie-là. Beaucoup de gens auraient envie d'avoir d'autres aspirations, d'autres vies possibles, et non pas de discours pour se les représenter. Et donc l'idée du livre, en fait, c'est de partir d'un récit, d'une amitié et d'une vie qui s'organise autour de l'amitié, de faire de l'amitié un mode de vie, comme le foyer d'une réflexion critique sur les normes sociales et culturelles, et de faire de l'amitié le foyer d'une contre-culture par rapport aux modèles institués qui dominent très largement nos sociétés. Vous écrivez... Moi ça me pose des questions déjà son truc, parce que Didier Ribon, pour moi, c'était son mec. J'avais toujours compris ça comme ça, et on peut regarder, mais sur le couple que son auteur forme avec Didier Ribon. Ouais, pour moi ils sont en couple, donc il parle d'amitié. Enfin voilà, il dit oui, les gens ils sont en famille, nous c'est de l'amitié, s'ils sont en couple c'est différent. Déjà je trouve que c'est quelque chose. Après voilà, je suis pas assez dans les petits papiers de la Gannerie pour savoir s'ils sont en couple ou pas, je sais pas si vous avez l'information, mais ça me paraît déjà pas pareil, quoi. Il est en trouble amical si ça se trouve, ouais c'est possible, hein.
Et vivre, c'est vivre à trois, être ému à trois, assister à trois à un concert ou à un événement public, commenter à trois ce qui se passe. Je crois qu'il n'y a pas une journée depuis que nous nous connaissons où nous ne nous sommes pas dit bonne nuit en nous couchant et bonjour en nous réveillant. Je précise que vous ne vivez pas ensemble. Nous fêtons nos anniversaires ensemble, Noël ensemble, la nouvelle année ensemble, nous voyageons ensemble, nous prenons constamment soin les uns des autres. Le terme d'amitié suffit-il pour qualifier ce qui se passe entre vous? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de plus intense, quelque chose qui ressemble à de la vie communautaire, voire à de la vie conjugale, si vous n'aimez pas le terme. C'est justement l'opposé, c'est l'opposé de la vie communautaire, c'est l'opposé d'une famille choisie. Au contraire, ce qui est intéressant dans votre question, c'est que très souvent, quand une amitié est forte, on veut toujours la rapprocher d'autres choses pour en faire l'éloge. Très souvent, quand on fait l'éloge de l'amitié, soit on va la rapprocher de la famille, on va dire tu es mon frère, par exemple je t'aime comme un frère, ou alors on va penser l'amitié entre deux amis comme de l'amour sans sexualité, c'est je t'aime comme si j'étais amoureux de toi. C'est comme si toujours l'amitié devait être autre chose qu'elle-même pour en faire l'éloge. Et moi je pense qu'au contraire, l'amitié est une forme de vie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus libre, beaucoup plus émancipatrice que la famille, que l'amour. Encore une fois, s'ils sont en couple, qu'il y a de la sexualité, voilà, je n'en suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est ça. J'ai toujours compris ça comme ça. Et d'après l'article de Tétu, ils étaient en couple. Venir nous croire que lui c'est de l'amitié et que c'est vachement différent d'un couple qui formerait un foyer familial, je sais pas, hein. Que le couple, etc. Et donc le projet du livre est de dire est-ce qu'on pourrait pas amicaliser la plupart de nos relations? Qu'est-ce que ça veut dire amicaliser le couple? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un rapport avec sa mère d'amis ou avec ses frères un rapport d'amitié? Essaye de réévaluer l'amitié comme une forme de vie positive qui n'a pas besoin d'avoir la référence au couple, à la famille ou à la fraternité pour être légitime. Alors vous parlez de la sexualité, vous partagez tous les trois la même orientation sexuelle, vous êtes homosexuels, mais vous dites que c'est accessoire finalement dans cette amitié, qu'il n'y a pas de dimension sexuelle. Vraiment un peu du mal à vous croire, d'autant que Didier Ribon disait lui-même au Monde en 2018 « Notre amitié s'inscrit dans une longue tradition de ce qu'on peut appeler la relationnalité gay ». Oui, absolument. Alors c'est vrai que dans les textes de Foucault, dans les années 80, par exemple, il y avait cette idée que l'homosexualité étant tangente et latérale par rapport aux formes de vie traditionnelles, était un foyer possible d'invention de modes de vie alternatifs. Et Foucault disait, ce que je reprends dans mon livre, qu'il y avait un On croirait toujours qu'il essaie d'impressionner en parlant vite, en utilisant des termes un peu compliqués pour dire un truc qui est assez basique. Que bah oui, l'homosexualité, vu que c'est pas le mode principal de relation, c'est quelque chose d'un petit peu qui sort un peu de la norme, et donc on peut avoir l'invention de nouvelles types de relations, quoi. Pas obligé d'utiliser la tangentialité, je sais pas trop quoi et tout. Appauvrissement du tissu relationnel dans nos sociétés, que les formes de vie que nous avons sont extrêmement codifiées par 3-4 relations en fait que nous avons, des rôles parentaux, des rôles conjugaux, des rôles professionnels, et c'est quand même très triste qu'on soit 8 milliards sur Terre et qu'on puisse vivre nos vies qu'avec 4 types de relations. Enfin je pense que c'est un grand appauvrissement de nos vies. Mais je vous repose quand même Est-ce que c'est pas, enfin je sais pas, il dit 4 types de relations, lui il rajoute une relation en plus, d'accord, bon, après c'est bien en fait d'avoir un certain nombre de relations que les gens puissent un peu choisir ce qu'ils veulent, mais bon, est-ce que ça rajoute beaucoup, je sais pas. Question sur l'orientation sexuelle, parce que vous dites on aurait pu être hétérosexuel. Oui, je crois et en pas. fait, en écrivant le livre, je me suis rendu compte que l'homosexualité était moins importante que la question de la rupture avec le mode de vie familial. Quand je regarde les amis que nous avons beaucoup d'amis qui sont des femmes ou des hommes hétérosexuels, mais qui se partagent avec nous la rupture avec la vie conjugale et le fait de ne pas avoir d'enfants. Moi, je trouve que ça en dit long sur lui, en fait. C'est ce que je vous disais sur cette interview. Il a des amis comme ça, en fait, qui sont pas homos, qui partagent la même relation au monde, qui n'ont pas d'enfants. J'ai l'impression que c'est quand même une relation très bourgeoise au monde. C'est la bourgeoisie progressiste, encore une fois, mais c'est déjà la vision de la liberté est vue comme étant l'indépendance, comme étant, encore une fois, l'anomie, c'est-à-dire je suis indépendant de ma famille, donc je suis libre. Je suis désolé, avoir une famille, avoir une femme, avoir des enfants, ça veut pas dire que t'es pas libre. Enfin, la liberté, c'est pas pouvoir faire tout et n'importe quoi parce que t'as pas de famille. C'est pas ça la liberté. D'ailleurs, avoir une famille, ça te permet de faire des choses que tu pourrais pas faire sans, et inversement, c'est-à-dire que, ok, tu vas peut-être pas sortir jusqu'à 3h du mat, mais à la fois, tu vas découvrir aussi d'autres choses dans le foyer familial, le fait d'avoir une relation très particulière avec une personne, le fait d'avoir aussi de rencontrer la famille de la personne, le fait d'avoir des enfants, tout ça, donc ça crée aussi de nouvelles possibilités, et j'ai l'impression que lui, il voit la liberté comme l'absence de lien. C'est-à-dire l'absence de lien qui viendrait à l'encontre de son moi. Ça, c'est une vision très libérale, je trouve, de la liberté. C'est-à-dire, c'est l'indépendance, comme je vous disais tout à l'heure. Ça s'oppose un peu à l'autonomie. C'est-à-dire que chez Rousseau, la liberté, c'est l'obéissance à la loi que je me suis prescrite. C'est ça la liberté chez Rousseau, et je trouve que c'est beaucoup plus intelligent comme liberté. C'est-à-dire, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de leur montrer des choses et tout. Je me prescris cette loi-là, j'y obéis, je suis libre de le faire. C'est pas parce que j'ai pas d'enfants et parce que j'ai une vie de bourgeois parisien qui rencontre ses amis, c'est pas pour autant que je suis plus libre en fait. Il est pas plus ou moins libre qu'un mec qui a une famille, je trouve. Est-ce que c'est pas
un grand fantasme, sa liberté à lui. Sa liberté, c'est de ne pas avoir de famille, d'avoir des amis. En fait, bah, tu te retrouves aussi dépendant de certaines choses, en fait. Tu as juste une vie qui est différente. Je suis pas persuadé que ce qu'il appelle liberté, ce soit plus libertaire que ça, quoi. À l'inverse, beaucoup de gays qui auraient pu être des amis ou qui ont été des amis, nous les avons perdus dès qu'ils se sont mis à se mettre en couple, à avoir des enfants. Et donc en fait, l'entrée dans la vie familiale est plus importante que la sexualité. Et c'est même plus important ça, je pense, que du point de vue d'une théorie politique. On pensait dans les années 70 que faire la révolution sociale, c'était faire la révolution sexuelle, que la sexualité était un enjeu fondamental pour tenir la société. Et moi, je pense qu'en fait, les modes de relation, inventer des formes relationnelles est beaucoup plus subversif que juste changer la sexualité. Alors voilà, et là on rentre dans l'aspect radical de ce livre. Cette amitié à trois est vécue contre la famille, oui, contre ce que vous appelez le familialisme, au lieu du conservatisme à vos yeux, qui engendre une existence centrée sur l'éducation des enfants, le culte de la vie domestique et incarne le lieu d'une sorte d'égoïsme collectif. Là, vous citez Bourdieu et vous citez même d'autres sociologues qui expliquent que la famille favorise le développement des dispositions mentales autoritaires, voire fascistes. Oui. La famille, c'est donc, à vos yeux, Geoffroy de la Gannerie, conservateur, égoïste et fasciste. Oui. C'est du pain béni pour l'extrême droite, ce gars-là, quand même, parce que... je vois bien Psychodélique faire une vidéo là-dessus. La gauche dit que la famille est fasciste. Oui, la famille est un mode de vie répressif. Un tantinou loin. Non, mais c'est montré... La famille est répressif. Vous voyez, alors il y a des familles qui sont répressives, il y a des... notamment on peut questionner la place de la femme dans le couple, des choses comme ça. C'est-à-dire que la famille en soi c'est un mode de vie répressif et que la liberté c'est de s'écarter de la famille et puis d'avoir une amitié avec des relations sexuelles dans ces amitiés. Sincèrement, je suis pas sûr de ce qu'il avance. Et en plus de ça, je trouve que, étonnamment, ce qu'il attaque là, si on regarde quelle vision du monde il attaque, qui est très proche de sa famille? C'est les prolos. C'est les prolos, qu'ils soient blancs ou indigènes, c'est les prolos. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de capital économique, qui n'ont pas de capital culturel, ils ont ce qu'on pourrait presque appeler un capital familial, c'est-à-dire qu'ils se reposent sur leur famille parce que c'est le lieu où ils se sentent en sécurité. Ils n'ont pas la sécurité économique, ils n'ont pas l'aisance culturelle, ils n'ont pas le pouvoir, le capital culturel, donc ils se retrouvent dans leur famille. Et lui, il vient dire la famille, c'est vachement réactionnaire. Sincèrement, je sais pas. Qui propose sa vision des choses comme étant une alternative? Ça, il n'y a pas de souci. Je veux dire, oui, ok, si t'as pas envie d'avoir une famille, t'as pas de famille, ça me gêne pas. Mais qui viennent dire que la famille, c'est presque le fondement du fascisme, c'est un peu moyen, je trouve. Sociologiquement, le simple fait de se mettre en couple divise par 5 la fréquentation et les nombres de sorties. Donc c'est un appauvrissement considérable du tissu relationnel qui est objectivement engagé dès qu'on s'engage dans un mode de vie. Mais ça, c'est biaisé. Ça divise par 5 les sorties, parce que tu fais plus des choses à l'intérieur. Donc évidemment, comment on peut comparer? Oui, peut-être que tu iras 5 fois plus au cinéma, peut-être que tu feras moins de choses chez toi, avec ta femme ou ton mec, avec tes enfants. Je veux dire, entre eux, regarder la télé avec sa meuf ou aller au cinéma, bah, c'est un mode relationnel un peu différent, mais en quoi si tu vas voir une nana et que tu l'emmènes, ou tu vas au cinéma avec elle, ou si tu reçois une nana chez toi et que du coup vous êtes en couple chez vous et puis que vous regardez la télé, en quoi c'est si différent que ça? Niveau relationnel, ça reste assez comparable en fait. Conjugale et familiale, parce que la vie se met à avoir un centre qui est le foyer, qui est l'intérieur, qui est le domestique, et donc qui produit un appauvrissement considérable du rapport aux autres. Ça et peut avec être cette idée enrichissant aussi, selon non laquelle, je pense que moi j'associe beaucoup la famille à la déperdition, à la tristesse, à l'ennui, à la sociabilité, à l'obligation, Mais vous êtes sûr que c'est à que la ça? calcification des identités, alors que l'amitié c'est l'espèce d'aspiration à une vie au dehors, justement, à une vie qui n'a pas de centre, à une vie À la falsification des identités, on voit ce côté, je comprends ce qu'il dit, mais encore une fois, lui, il a ce côté, la liberté et l'identité, c'est en moi, c'est quelque chose qui doit s'exprimer. C'est une vision très French Theory des choses, et je sais que ce gars-là est un héritier de la French Theory, mais c'est vraiment ça, j'ai un espèce de moi interne, pur désir, machin, et la liberté, c'est qu'il puisse s'exprimer. Et ça, en fait, Kluskar l'a montré, c'est une vision très libérale-libertaire, c'est-à-dire bourgeoise progressiste du monde. C'est-à-dire que j'ai envie de pouvoir exprimer mon moi et de pouvoir jouir, mais ce qu'il dit jamais, c'est quelles sont les conditions de possibilité de sa jouissance. Les conditions de possibilité de sa jouissance, c'est l'exploitation des pays du Sud, c'est l'exploitation des prolétaires qui, eux, ne peuvent pas exprimer leur moi et leur désir intérieur. Pourquoi ? Parce qu'ils soutiennent le principe de réalité, ils soutiennent la production.
Et lui, il est là en train de nous expliquer qu'il faudrait pouvoir faire sans les limites, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je suis peut-être pas très très clair sur ça, mais voilà, moi je trouve que c'est une vision très libérale de la liberté. Qui est centré sur la rencontre, donc la démultiplication des liens, donc la transitivité des liens, donc la complexification de nos identités. Et là, un ami, par définition, c'est quelqu'un qui nous présente d'autres amis. On est toujours l'ami des amis de son ami, et donc l'amitié est une forme ouverte, c'est une forme généreuse, c'est une forme d'accueil, et qui, à mon avis, est susceptible de produire des dispositions mentales beaucoup plus libertaires que la famille. Et je dirais même qu'en un sens, la politique devrait se donner pour projet de développer le plus d'amitié possible. Pour moi, Mais ouais, il fait une différence aussi entre amitié et famille qui peut être un peu abstraite, parce qu'il dit oui, les amis c'est ceux qui te présentent leur famille, les cousins c'est un peu ceux qui te présentent aussi leurs cousins, ça permet d'écarter aussi, il n'y a pas non plus une scission, je trouve, tant que ça, entre amitié et famille, c'est même pas si évident. L'amitié, la politique accomplit son œuvre dans le progrès de l'amitié, et j'essaye d'imaginer que ce serait une société dans laquelle il n'y aurait pas un ministère de la famille comme il y a aujourd'hui, mais un ministère de l'amitié. Pourquoi il n'y aurait pas des allocations amicales plutôt que des allocations familiales? Pourquoi dans la fonction publique... C'est pour ça que j'aime bien, c'est un troll un peu, c'est un putain de troll ce gars-là quand même, les allocations amicales. On peut faire des rapprochements de conjoints, on peut faire des rapprochements d'amis. Pourquoi pendant le Covid, pourquoi choisir forcément? Mais pendant le Covid, on pouvait traverser le pays pour chercher son enfant, on ne pouvait pas traverser la rue pour voir son meilleur ami. Donc qu'est-ce qu'il fait? Oui, de ce truc-là, on pouvait pas traverser la rue pour voir son meilleur ami, on pouvait aller voir son enfant, mais il y a aussi un rapport avec son enfant, c'est que souvent il dépend de toi, et du coup tu peux aller le voir pendant le Covid parce que l'enfant il est mineur, quoi. Et puis pareil pour les vieux, je veux dire, les personnes âgées des fois défendent leur enfance, c'est un peu normal que pendant le Covid on puisse aller voir des gens. Et après on pouvait aussi le faire en tant qu'ami si on savait que quelqu'un était en mauvaise santé, si t'étais l'ami d'une personne âgée qui avait besoin que tu passes chez elle, t'avais le droit de passer chez elle quand même. Que nous vivons dans des sociétés de familialisme autoritaire. Société de familialisme autoritaire. Pourquoi rejeter à ce point le modèle familial, d'ailleurs qui n'est plus le même que dans les années 50? Il y a plein de modes de famille différentes aujourd'hui. C'est ce que je trouve aussi avec les mecs comme La Gannerie, c'est qu'ils sont en train de critiquer quelque chose qui est déjà mort. Ils font des combats, mais des combats qui font pas peur à la bourgeoisie, c'est des combats qui sont déjà un peu passés, et des combats un peu idéaux comme ça. Demandez-vous pourquoi est-ce que Geoffroy de La Gannerie est invité à France Inter comme ça pour parler d'un livre dont sincèrement tout le monde se fout, alors qu'Olivier Matteux, lui, il est décrit comme étant un pro-Poutine mangeur d'enfants. Parce que Olivier Matteux, il apporte quelque chose qui fait peur à la bourgeoisie. Lui, au pire, ça fait marrer la bourgeoisie, son histoire de l'amitié, de toute façon ça va rien remplacer. Et la critique de la famille, je suis désolé, ça fait 50, 60 ans que c'est bon, quoi. On a eu les 68, on la connaît cette critique. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas encore des choses à changer, mais moi je préfère qu'on soit précis, qu'on parle par exemple de la double tâche des femmes, des trucs féministes assez précis dans la famille, plutôt que de critiquer la famille en général, où on sait pas trop ce qu'il veut dire. Là, il nous parle d'enfants, comme si avoir des enfants c'était associé au fascisme, quoi. Enfin, ça sort de nulle part son truc. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'oppression d'un seul modèle, il y a des différentes manières aussi d'être parent. Et puis quand vous dites c'est égoïste, d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, mais l'égoïsme, il est de quel côté? Est-ce qu'il n'est pas aussi un peu de votre côté? C'est sûr que de ne pas avoir à s'occuper d'un enfant, à le faire étudier ou à gérer ses angoisses, ça donne plus de liberté pour voyager, pour lire, pour aller au musée. Mais est-ce que l'égoïsme, il n'est pas aussi de votre côté, d'une certaine manière? Elle a pas tort, je veux dire, l'individualisme libéral qui veut pouvoir tout faire sans avoir une famille à s'occuper et sans y parler des obligations de la famille. Ouais, ça va, tu vas voir ta famille 3-4 fois par an à Noël et je sais pas quand. C'est pas non plus des obligations de ouf. Il y a un certain égoïsme à dire, ouais, non, mais ça, c'est déjà le début du fascisme. Il y a un sens enrichissant à éduquer un enfant, à le voir grandir, à lui donner des choses. Il y a un acte de générosité là-dedans. Et on est moins sur son nombril ou sur son plaisir personnel. Alors c'est vrai qu'en un sens, mon livre, il ne s'adresse pas aux gens qui sont à l'aise avec la vie familiale. Il s'adresse aux dissidents de la famille. Il s'adresse aux gens... Ah, là c'est intéressant. Non mais là ça change quand même tout. S'ils s'adressent aux gens qui sont déjà pas à l'aise avec leur famille pour leur dire, regardez, il y a autre chose, là ça me gêne beaucoup moins. C'est quand même vachement différent. Mais s'ils viennent nous dire que, ouais, parce que t'as une meuf et t'as des enfants, t'es déjà un proto-fasciste, je sais pas quoi, faut peut-être pas pousser, quoi.
qui ont aujourd'hui 18 ans, 20 ans et qui se sentent un peu en décalage par rapport à ces schémas-là, qui se disent comment est-ce que je pourrais construire ma vie, qui n'ont pas de modèle à proposer. Ils s'adressent aux femmes que Annie Ernaux appelait les femmes gelées, qui sont emprisonnées dans la reproduction des tâches domestiques, et si elles se demandent si elles ne sont pas passées à côté de leur vie. Ils s'adressent aux gens qui ont 50, 60 ans, dont le compagnon ou la compagne ont pu partir, dont les enfants sont partis, qui se retrouvent seuls, ayant perdu les amis sur le chemin, qui se retrouvent dans une extrême solitude. Et tous ces gens-là, cette espèce de communauté des dissidents de la famille, j'essaie de proposer une forme de modèle d'une vie possible et assumée. Je trouve qu'il y a quand même un rapport avec son homosexualité quand il parle de communauté des dissidents de la famille. Il y a beaucoup de gens aussi, parmi les LGBT, qui sont rejetés par leur famille, qui ont un rapport compliqué avec ça, et ce qu'on comprend tout à fait. Là, par contre, il commence à nous dire oui, les gens qui sont abandonnés par leur famille et voilà, qui voient qu'ils n'ont plus d'amis. Moi, je trouve que dans la société, il y a aussi beaucoup l'inverse, en fait. Les gens qui oublient leur famille, en fait, quand ils voient qu'ils sont dans la merde, la famille est là. Moi, je trouve que la famille, en général, c'est quand même là où on se repose quand on est dans la merde. Même si c'est pas forcément les gens auxquels on parle le plus, parce que voilà, notre vie a fait qu'on s'est écarté, machin, on n'a pas forcément les mêmes conversations tout le temps, et puis on a l'impression que c'est un peu toujours pareil quand on parle à certaines personnes de sa famille, enfin voilà, des choses comme ça. Mais notre famille en général, elle nous soutient et elle est là. Enfin, pas toutes les familles, hein, je dis ça, moi c'est le cas pour ma famille, mais voilà, c'est la famille est là, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les prolos, ils comptent sur leur famille parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur leur famille. Alors que les amis, des fois, c'est un peu plus nébuleux. Et c'est pour ça qu'il parlait de quand on dit ouais, t'es mon frère, ben souvent quand t'as un super pote, c'est le genre de gars où tu sais que tu peux ne pas lui parler pendant 3 mois, et puis si t'as une embrouille, tu peux lui en parler, il sera là, quoi. Et du coup, ça ressemble aussi à la famille, quoi. C'est un lien qui se crée, qui est puissant. Pour ça, moi, je trouve qu'il fait des écarts et tout, qui sont pas si évidents, quoi. Il y a beaucoup, quand même, de masturbation intellectuelle aussi là-dedans. Il se pose des questions, déjà, qui sont pas si intéressantes, je trouve, qui sont pas si révolutionnaires, même s'il le fait passer comme ça. Ce truc-là, en fait, dans les années 68, c'était intéressant parce que vous aviez la vieille société, vous aviez De Gaulle. Il y avait la messe, il y avait la mère, elle devait être au foyer et tout, ça existait encore dans ces années-là. Aujourd'hui, je suis désolé, ce qu'il dit de la gannerie, c'est un peu ce que Kluskar appelait de la subversion subventionnée. Il est à la radio de France Inter, et puis il parle de trucs pseudo-subversifs dont on se fout. Enfin, c'est pas très très intéressant, je trouve. Pour vivre autrement. Non, mais je trouve votre livre stimulant intellectuellement, radical, donc contestable, mais stimulant ce que vous dites. Et puis vous avez une autre bête noire dans votre livre, au-delà du familialisme, c'est, Nicolas, écoutez bien, ça nous concerne, le matinalisme. Le matinalisme est une autre forme d'oppression pour vous, c'est de penser que tous les rendez-vous importants doivent se faire en entreprise, dans la vie sociale, le matin, parce qu'en gros, on a des enfants, et donc les enfants, on doit se lever tôt, et donc c'est le matin. Et ça, c'est le message que vous adressez ce matin à nos auditeurs et à nos patrons. Vous imaginez le niveau de privilège social qu'il faut pour critiquer le matinalisme? Soirement, c'est matinalier, opprimé du matin, levez-vous, quoi. Moi, j'ai toujours vécu le matin comme un cauchemar et comme une horreur. Je pense que beaucoup de formes de rejet de l'école se situent en fait aussi le syndrome du matin, et qu'on ne thématise pas le rejet du matin comme un des facteurs essentiels du rejet de l'école, mais plus généralement, le matinalisme, c'est pour moi la preuve que les gens qui ont des familles se sentent en droit d'exercer une forme de cannibalisme moral et de cannibalisme temporel sur ceux qui n'ont pas d'enfants. J'adore votre sens de la mesure toujours, mais c'est toujours un plaisir. D'imposer leur rythme aux autres et de penser toujours que c'est un caprice quand on ne veut pas se lever le matin. Si vous dites... Moi je suis désolé, mais ce côté un peu moi je et tout, vision de la liberté comme le fait que je puisse jouir de tout et un peu tout faire, il y a un côté adolescent. Il y a un côté adolescent dans ce mec là, il veut pas se lever le matin et puis il veut pouvoir faire ce qu'il veut avec ses amis en dehors de sa famille. Il y a un gros côté adolescent. Et d'ailleurs ça aussi Kluskar en parle, c'est-à-dire que la bourgeoisie qui ne veut plus produire, qui veut juste consommer sans produire, elle n'aboutit pas à ce qui a été le processus de production du sujet adulte humain depuis le Moyen-Âge, tout ça qui a été produit au fur et à mesure, c'est-à-dire d'aboutir à des adultes qui sont capables de produire pour ensuite consommer, qui sont capables de maintenir, de supporter la réalité. Lui, ce qu'il veut, c'est aller au-delà des règles, aller au-delà... de la famille, de se lever le matin, il pourrait parler de tout et n'importe quoi, il dirait que c'est des oppressions contre sa propre liberté. Il y a quand même, je trouve, là-dedans quelque chose de très 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 désir individuel qui doit jouir de tout, qui doit surpasser les limites, être libre dans ce sens-là. C'est une vision assez bourgeoise, assez libérale de la liberté en réalité. L'adulte, c'est celui qui, comme je vous disais tout à l'heure avec Rousseau, choisit ses limites aussi.
c'est quelque chose qui sait endosser des limites, c'est quelqu'un qui sait endosser des limites dans ce sens-là. Alors il y a le côté être aliéné c'est pas forcément bien, c'est-à-dire c'est on vous met des limites et puis vous êtes forcé de les faire, vous êtes un esclave. Mais par contre, vous pouvez arriver à endosser votre rôle familial par choix. Vous pouvez arriver à... C'est pas obligé de le faire, je veux dire, c'est pas une obligation le rôle familial, bien entendu. Mais il y a ce truc-là, se dire que voilà, il faut que vous vous leviez le matin parce qu'il faut faire tourner un truc, il faut faire telle chose dans la journée, il y a plein de choses à faire, on va dire. Et lui, il est là en mode, ouais, mais c'est déjà du néofascisme de me demander de me lever le matin, quoi. Enfin, c'est un peu chelou, quoi, comme pensée. Pour moi, la preuve que les gens qui ont des familles se sentent en droit d'exercer une forme de cannibalisme moral et de cannibalisme temporel sur ceux qui n'ont pas d'enfants. J'adore votre sens de la mesure toujours, mais c'est toujours un plaisir. Leur rythme aux autres et de penser toujours que c'est un caprice quand on veut pas se lever le matin. Si vous dites je ne peux pas aller à une réunion à 17h car dois aller chercher mes enfants à l'école, personne ne vous en voudra. Si vous dites je ne peux pas me lever à 8h parce que je fais la fête jusqu'à 3h du matin, tout le monde croira que c'est un caprice. Donc pourquoi est-ce que les gens qui ont des familles pensent que leur mode de vie doit être privilégié, doit être encouragé, doit dominer celle des autres? Vous savez pas ce qu'on fait à partir de 9h. Non, mais la différence entre un mec qui veut pas se lever le matin parce qu'il s'est couché à 3h du mat et puis l'autre qui dit qu'il a ses enfants à amener à l'école, c'est qu'il y a quelque chose qui est quand même plus important que l'autre. On peut pas mettre sur le même pied d'égalité un mec qui veut juste jouir comme ça et puis un mec qui est responsable d'un être qui est pas encore mature, qui est pas encore indépendant et qui doit l'aider à l'emmener quelque part. C'est débile, c'est comme si il disait oui, moi j'ai envie de rouler à 140 à l'heure et je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont le droit de rouler à 140 à l'heure parce qu'ils ont un mec à moitié mort dans l'ambulance et qu'ils doivent l'emmener au CHU. Alors que moi je n'ai pas le droit d'aller faire la fête et de rouler à 140 à l'heure et je trouve que il y a un cauchemar et une oppression des ambulances et de la santé et que ça va à l'encontre de ma liberté. Enfin c'est ça son discours un peu, je trouve ça un peu ridicule. Son discours il est totalement en dehors des nécessités qu'il y a et du principe de réalité quoi, de toutes les choses qui sont un peu obligatoires quoi, qui sont des nécessités qu'on doit faire en fait. C'est encore une fois une pensée de mec qui a un certain privilège de classe, parce que si tout le monde faisait comme lui, le monde ne pourrait pas exister. Et c'est déjà, faut se mettre la piste, c'est est-ce que ça peut fonctionner? Bah voilà, c'est compliqué quoi. C'est là que la vie commence. Hein. Je ferai de la gannerie. Juste une dernière question, parce que c'est l'actualité. Lors de votre dernière venue dans la matinale en septembre 2020, pour votre essai Sortir de notre impuissance politique, vous étiez montré très critique des formes d'action de la gauche, et notamment de la grève et de la manifestation. Vous disiez depuis 30 ans, lorsqu'on proteste contre un gouvernement, on sort dans la rue, on s'exprime, on fait des selfies, on met sur Insta, mais on n'agit pas politiquement. Est-ce que vous avez changé d'avis depuis ce qui se passe avec la réforme des retraites? Non, alors moi j'étais un peu inquiet en disant qu'il y avait une colère, une énergie dissidente par rapport au projet barbare gouvernemental. J'avais la peur qu'on se reproduise une forme d'action qui était condamnée à l'échec, mais moi j'ai été très 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 ému et très touché par la stratégie de la France insoumise à l'Assemblée nationale qui a fait dérailler le rituel parlementaire, qui a produit une forme qui a fait l'unanimité contre elle, hein. Même la CGT. Et pas les gens de la France même insoumise la CGT qui ont tout à fait soutenu cette stratégie, qui a exprimé pour une fois la colère du peuple au sein de l'Assemblée nationale. Et il me semble que cette forme de manière d'avoir fait dérailler le projet macroniste et la possibilité peut-être d'avoir un moment un peu dissident. Donc pour vous, c'est la France insoumise, c'est pas les syndicats et la mobilisation dans la rue qui pourraient faire dérailler les choses. Le but, c'est de s'approprier l'appareil d'État dans 3 ans. J'ai dit une chose, il y avait un beau slogan dans une manifestation qui était « Si Macron, si tu nous mets 64, on te remet 68 ». Et j'espère que c'est ce qui se passera à partir de demain. Je ne vous demande pas ce que vous faites demain. Geoffroy de la Gannerie. 3, une aspiration au dehors, éloge de l'amitié, avec des très belles pages sur l'amitié. Et aussi sur la famille. Voilà, je vous laisse juger. Merci et très belle journée. Merci de vous être levé si tôt. Bon, Geoffroy, il faut que tu te dises que tu auras un discours peut-être véritablement subversif quand tu ne seras pas invité avec des grands sourires et avec des gens qui se moquent un peu de toi à France Inter. Sincèrement, il faut en prendre conscience. C'est déjà un premier point, quoi. Si tu dérangeais réellement, ce serait pas le cas. Et je dis pas ça méchamment, parce que c'est un bourgeois progressiste, la Gannerie, c'est quelqu'un qui est à gauche, c'est quelqu'un avec qui on va s'allier dans plein de cas. Donc il n'y a pas de souci particulier, mais fait son truc, il a l'impression d'être le subversif des subversifs. En réalité, il est invité à France Inter, tout le monde rigole et font la pub de son livre. Hein, est-ce que c'est le cas actuellement avec Olivier Matteux? Bah peut-être pas. Il y a Aristide Troll qui dit l'exemple de la liberté, il est bien avec l'exemple de Dominique Pagani, des étudiants qui doivent bosser le bac. Ça, c'est intéressant. En gros, Dominique Pagani, donc c'était un ami et collaborateur de Michel Clouscar, à qui est dédié le capitalisme de la séduction d'ailleurs, qui était professeur de lettres, je crois, qui est un philosophe, qui est très intéressant. Vous pouvez la voir, il a une chaîne YouTube qui est très intéressante. Philosophie avec Dominique Pagani. Ah, pour moi, c'est pas dit. Donc Dominique Pagani, il dit la liberté, c'est quoi? Vous prenez 2 élèves qui doivent travailler pour le bac. Il y en a un, il se lève pas le matin,
Il dit voilà, moi j'ai pas envie de bosser pour le bac et tout, donc ma liberté c'est voilà, de pas travailler si j'ai envie, je bosse pas le matin, je reste au lit, je joue pas mes livres, il arrive le jour de l'examen et il réussit pas. Et puis l'autre, il se dit oui, voilà, j'ai envie de réussir l'examen, du coup je me suis fait un plan, je me réveille à 8h, je prends mon petit déj, je commence à travailler, il fait son plan, il s'y tient, et puis voilà, il passe le bac, du coup il y arrive. Qui est libre là-dedans? C'est-à-dire celui qui réussit à travailler et qui arrive à se poser des normes, à les faire, ou celui qui n'y arrive pas, celui qui reste au lit, alors que peut-être il voudrait pouvoir réussir à le faire, il voudrait pouvoir réussir à faire des choses, mais en fait il reste au lit et du coup il n'est pas maître de son destin parce que les gens décident pour lui et du coup il se retrouve peut-être dans la filière qu'il veut pas. Qui est maître là-dedans? Qui est libre là-dedans? C'est intéressant de voir ça. C'est-à-dire que si pour vous la liberté c'est de rester au lit quand vous auriez voulu lire des choses, et c'est raté, quoi. Est-ce que c'est ça la liberté? Non, ça c'est juste être indépendant des normes. C'est ça la liberté que propose la Gannerie. La liberté rousseauiste, pour moi, est plus intéressante, celle de pouvoir se prescrire sa propre loi, s'y tenir. C'est une liberté qui est beaucoup plus mature, je trouve. Est-ce qu'être esclave de ses envies, c'est être libre? C'est une vraie question. Être esclave de ses envies, c'est être libre? Non, je pense que c'est quelqu'un qui est juste un peu esclave, du coup. C'est l'anomie, cette liberté. C'est moi je suis un désir et je veux pouvoir faire tout et n'importe quoi. C'est pas possible pour tout le monde, ça. Et c'est pour ça que Rousseau est un immense penseur. Rousseau arrive quand même à allier l'égalité concrète et la liberté concrète dans le contrat social. Il y a des nécessités, mais il y a des choix de ces nécessités, et il y a une sublimation de l'homme dans la politique. Mais cette politique peut aussi créer la pire des choses. C'est un penseur qui est extrêmement dialectique, Rousseau, qui est extrêmement intéressant. Ça va bien au-delà, je trouve, de dire oui, alors moi je suis une machine désirante, la Deleuze, et puis voilà, toute la société est fasciste parce qu'elle veut empêcher mon désir.